La nuit recèle bien des secrets. La plupart sont faits de légendes et d'histoires. Des histoires qui se sont perdues au fil du temps. L'une d'elles fut longtemps oubliée et je dois bien l'avouer, c'est une de mes préférées. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est une histoire de sorcière. De sorcière moderne. Vous l'ignorez peut-être, mais il se peut que parfois, les légendes disent vrai. Ou presque. Il fut donc un temps où le ciel de minuit était rempli de femmes. Des femmes qui affrontaient 1000 dangers dont bien peu revinrent dans la guerre pour en témoigner. Pour les Allemands, en quête de domination et de victoire dans les confins de l'Union soviétique, ces femmes étaient des Nachtexen, des sorcières de la nuit. La légende voudrait d'ailleurs que ces Nachtexen n'aient pas besoin de briquets ou d'allumettes pour avoir du feu. Elles n'avaient qu'à taper 3 fois des mains pour qu'une flamme en surgisse. Était-ce vrai ou n'était-ce qu'une légende ? En 1994, une de ces sorcières, nommée Yevgenia Jigulenko, quittait notre monde à l'âge de 73 ans. Elle n'était pas la dernière à partir, mais elle laissait derrière elle une immense page de l'histoire. Une page d'histoire qui, comme toutes les autres pages historiques des sorcières de la nuit, commençait le 22 juin 1941 à l'aube. Il est 4h du matin et Staline est réveillé par le coup de téléphone d'un de ses généraux. C'est la guerre, dit-il. Les premiers sapeurs de la R viennent de franchir la frontière. Les premières divisions blindées allemandes s'enfoncent en URSS, tandis que dans le ciel, les pilotes de la Luftwaffe clouent au sol les escadrilles soviétiques de la VVS. Les rares aviateurs russes qui parviennent à s'envoler sont immédiatement abattus. C'est ainsi que l'Union soviétique entrait en guerre, dans le chaos et la panique la plus totale. Les doctrines de combat de la Wehrmacht sont toujours aussi efficaces et grâce à elles, le plan d'invasion de l'URSS planifié par Adolf Hitler, l'opération Barbarossa, se déroule comme prévu. 3 objectifs essentiels constituent ce plan d'invasion. Le premier cible Leningrad, le berceau du bolchevisme. C'est le front nord. Le deuxième objectif se concentre sur Moscou, la capitale, le symbole de l'Union soviétique, l'artère politique qui doit être coupée au plus vite. C'est le front centre. Le troisième et dernier objectif vise à s'emparer de Kiev, en Ukraine, un point stratégique économique conséquent. C'est le front sud. Et malgré l'avancée fulgurante et efficace des Allemands, ces derniers se heurtent à la dure réalité du front de l'Est. L'ennemi bolchevique, le soviétique, résiste et se défend avec acharnement, avec l'énergie du désespoir. Le soviétique combat pour sa patrie et il est prêt à tout pour la défendre. Mais cet esprit de lutte, il n'y a pas que l'homme qui la détient. La femme aussi, et pas n'importe laquelle. Cette femme, c'est Marina Raskova. Surnommée la Amelia Earhart russe, Raskova est un icône féminin en Union soviétique. En 1938, avec ses camarades pilotes et amis Valentina Grisodubova et Polina Osipenko, elle décolle de Moscou pour un vol record de distance qui l'amènera à Komsomolsk. Enfin, pas exactement. Il se trouve que pendant le vol, l'appareil de Raskova, Osipenko et Grisodubova est pris dans une tempête de neige. Pour éviter la catastrophe, les occupants de l'aéronef sont en parachute et ne seront récupérés que quelques jours plus tard. Pour son courage et sa performance, Marina Raskova est décorée la même année de la plus haute distinction soviétique, l'étoile d'or d'héroïne de l'Union soviétique. C'est depuis ce jour qu'elle deviendra l'idole des jeunes filles russes. Marina Raskova, c'est une femme connue pour sa gentillesse, ses talents de pilote et de pianiste, sa facilité à parler aussi bien le français que l'italien. Mais surtout, ce qui la caractérise le plus, c'est son chignon tiré en arrière. Très actif au sein du Komsomol, sur les jeunesses communistes, et de par sa réputation, Raskova demande à Staline l'autorisation de créer une unité aérienne entièrement composée de femmes. Le dictateur acceptera sa requête et ira même jusqu'à accepter la création de 2 autres unités supplémentaires. Car à la grande surprise de l'aviatrice russe, les lettres de jeunes filles demandant à rejoindre l'armée de l'air sont conséquentes et bien plus nombreuses que prévu. Ces unités sont des régiments au rôle bien différents. Le premier, le 586e régiment de chasse, est destiné à défendre la ville de Rostov. Le second, le 587e régiment, unité dont Raskova sera à la tête, est un régiment qui allait se spécialiser dans l'attaque au sol. Enfin, le dernier, c'est le 588e régiment de bombardement nocturne. Le régiment qui allait entrer dans l'histoire. Mais avant d'entrer dans l'histoire, toutes les jeunes filles qui avaient été sélectionnées allaient devoir se rendre à Engels, situé à quelques kilomètres au nord de Stalingrad. Là-bas, les élèves féminins qui pour la grande majorité sortaient à peine de l'adolescence revêtent des uniformes taillés pour les hommes. Vareuses, bottes, gants, pantalons, tenues de vol, tout est démesuré. Larissa Rosanova, qui à l'époque était âgée d'à peine 18 ans, racontera dans le livre Nightwish de Bruce Miles. Nous savions très bien que nos uniformes ne seraient pas taillés par un grand couturier de Paris, mais nous étions pour la plupart de corpulence très fine.
J'ai été d'une charmante naïveté de croire que nos uniformes seraient taillés spécialement pour nous. L'entraînement au pilotage se déroulant à Engels allait décider des rôles de chacune. Pilote, navigatrice, mécanicienne. Beaucoup furent frustrés de ne pas être pilote, mais malheureusement elles ne pouvaient pas toutes l'être. Commencé en février 1942 et achevé en mai de la même année, l'entraînement de ces jeunes filles décidait également de l'affectation de chacune. 586e, 587e ou 580e régiment? La réponse se faisait savoir à la fin de la formation. Le 588e régiment allait partir dès le courant du mois de mai 1942 pour l'Ukraine, dans la région de Donetsk. Et c'est ici que l'histoire des sorcières de la nuit prend réellement vie. Le 588e régiment de bombardement nocturne est équipé d'un appareil de l'entre-deux-guerres, un avion qui n'avait pas été conçu pour un usage militaire. Et pourtant, il allait jouer un rôle important dans cette guerre, en particulier là où il allait servir. Cet avion, c'est le Polikarpov II, à l'époque abrégé U-2. Ce petit biplan, maniable et fiable, était loin d'être une machine réputée pour sa vitesse. Bien au contraire, il était épouvantablement lent, et ce, en plus d'être terriblement vulnérable aux chasseurs allemands. Mais encore fallait-il que ces avions de combat parviennent à abattre un de ces petits biplans, car sa faiblesse, c'était aussi sa force. Croisant à une vitesse de 130 km/h, le Polikarpov était proche de la vitesse de décrochage d'une grande majorité de chasseurs allemands, pour ne pas dire la totalité. Au ras des arbres, à basse vitesse, le Polikarpov était presque impossible à abattre. Néanmoins, il restait une proie facile pour la Flak, un DC allemand. C'est pourquoi sa mission était de bombarder la nuit. Bombarder, oui, mais dans quel but? Car hélas, le petit biplan ne pouvait emporter qu'une faible charge de bombe. Son but était principalement psychologique. À son bord, les aviatrices du 588e régiment allaient décoller de nuit pour empêcher les soldats allemands de dormir. Dans la nuit la plus absolue comme dans la nuit la plus claire, au travers des faisceaux lumineux des projecteurs et des murs de feu dressés par la Flak, les aviatrices du 588e larguaient de rudimentaires charges de bombes sur les assaillants teutons. Dépourvues de parachute pour ne pas handicaper la manœuvrabilité de leur petit biplan, elles s'exposaient à une mort quasi certaine. La moindre munition incendiaire pouvait enflammer comme une allumette le Polikarpov, fait de toile et de bois. Mais l'exploit ne s'arrête pas là. Certaines de ces aviatrices effectuaient de multiples sorties par nuit, parfois 6 à 9 en été, parfois 10 à 13 en hiver. Et ça, le film de Yevgenia Jigulenko, Venebe Nochni Vedmi de 1981 le montre bien. Pas étonnant. Tout ça, Yevgenia l'a vécu. Elle était comme ses consoeurs une sorcière de la nuit, ou plutôt devrions-nous le dire dans sa langue natale, une Nochni Vedmi. Comme Nadezhda Popova, Yevgenia Jigulenko se souvient d'être passée au travers de terribles et meurtriers barrages de feu provoqués par la Flak. Pour se protéger et essayer de bombarder sans trop de risques, il fallait être prêt à en courir une centaine d'autres. C'est ainsi que les Nochni Vedmi mirent au point diverses stratégies. La moins connue mais la plus pratiquée, c'était tout simplement de plonger sur la cible le plus vite et le plus précisément possible pour ensuite quitter les lieux. Une autre tactique employée par ces jeunes femmes, également la plus connue, c'était de prendre de l'altitude pendant le trajet pour ensuite couper le moteur et plonger silencieusement sur les troupes allemandes. C'est d'ailleurs cette tactique qui laissera les soldats germains surnommer ces aviatrices les sorcières de la nuit. Le hurlement des bombes et les sifflements du vent contre la structure rudimentaire du Polikarpov donnaient l'impression que quelque chose de démoniaque survolait et frappait les Allemands. Et malheureusement pour eux, lorsqu'ils entendaient cet effrayant murmure, c'était déjà trop tard. Lorsqu'elles s'engagèrent en 1941, la majorité de ces filles n'avaient pas 25 ans. Natalia Kravtsova avait 19 ans, Larissa Rozanova 18 ans, Ufina Gasheva 20 ans, Maria Smirnova 21 ans, Yevdokia Nikulina 22 ans. La plupart avaient quitté la maison familiale ou avaient arrêté leurs études pour faire la guerre. Elle restait encore de jeunes filles sorties tout droit de l'adolescence. Larissa Rozanova est peut-être celle qui incarnait le mieux cet esprit, ce trait de jeune fille naïve que beaucoup d'autres aviatrices avaient. Lors de son interview avec Bruce Miles pour son livre Night Witches, Larissa raconte ce qui s'est passé lorsque sa mère l'a surpris en train de faire sa valise. Alors que je préparais mes affaires pour partir à Moscou, dit-elle, ma mère remarquait que j'avais rangé dans un petit coin de ma valise ma poupée. Elle me l'enleva et m'expliqua « Trésor, tu as 18 ans, tu ne peux pas emporter ça avec toi à la guerre. » J'en avais les larmes aux yeux, mais elle avait raison. Le rythme infernal de ces missions de harcèlement était éreintante. Le fait constant d'être pris pour cible, abominable pour les nerfs. Comment pouvait-on faire face, convenablement, quand on savait que les chances de revenir en vie étaient très faibles? Natalia Kravtsova a combattu avec ses sorcières dès 1942. Elle disait « Nous voulions nous battre. Quand on veut se battre, on supporte tout. » Les exploits du 588 n'étaient pas prêts de s'arrêter. Yevdokia Verchanskaya, major et commandant du régiment, amène ses filles sur divers objectifs.
La première mission des Nochnivedmi eut lieu le 8 juin 1942. La cible était un petit quartier général situé près de Voroshilovgrad. Yevdokia Berchanskaya allait diriger l'attaque. Deux autres équipages allaient l'accompagner, celui de Luba Olkovskaya et sa navigatrice Vera Tarazova, et celui d'Ania Amozova. Berchanskaya, une fois en vue du quartier général, l'arc c'est bon. Les deux autres pilotes semblaient limiter parfaitement puisque désormais, le QG en feu est un immense point de repère. Mais au retour, l'appareil de Luba et Vera ne rentre pas. Ce n'est qu'après la guerre que le reste de l'unité aura conscience de leur sort. Mortellement blessés par des tirs de DCA, Luba et Vera effectuèrent un atterrissage forcé derrière les lignes ennemies pour ensuite mourir de leurs blessures. Elles furent les deux premières femmes du régiment tuées au combat. Tout au long de l'année 1942, les sorcières de la nuit s'efforcent de ralentir la progression des Allemands en marche vers Stalingrad. Dans le mois de juillet 1942, les troupes de la Wehrmacht commencent à traverser du fleuve du Don. Les sorcières de la nuit détruisent ainsi dans un premier temps des gares et des dépôts en tout genre pour finalement harceler directement les troupes allemandes en train de traverser le fleuve. Toutefois, la vie dans cette partie de l'Union soviétique, le Caucase, est agréable. Les habitants de la région logent les aviatrices soviétiques par petits groupes. Sans les missions et les dangers de la guerre, les aviatrices soviétiques auraient presque vécu des vacances. Mais personne n'oubliait le pourquoi de leur présence ici. Le mois de juillet s'avéra difficile et pour la première fois depuis le début du conflit, le régiment effectue plus d'une trentaine de sorties par nuit. Au fur et à mesure de l'avancée allemande sur Stalingrad, la ligne de front recule. Dès novembre 1942, le 588e régiment se doit d'effectuer des missions de bombardement au-dessus de Stalingrad. Cependant, leur présence se révèle assez discrète puisque très rapidement, l'unité est redirigée vers la région du Kuban. C'est dans cette région, et pendant toute l'année 1943, que les pilotes du 588e régiment vont décrocher leurs honneurs et leur reconnaissance absolue auprès des troupes masculines soviétiques. L'année 1943 commence pourtant très mal pour les aviatrices. Dans la nuit du 4 au 5 janvier, Marina Raskova, qui convoyait des bombardiers bimoteurs PE-2, est prise dans une tempête de neige. Ses instruments de bord la trahissent et Raskova se tue en percutant une montagne. Son équipage et ses ailières subissent le même sort. Aucune aviatrice n'en réchappe. Le moral en prend un coup. La maman des sorcières de la nuit vient de disparaître tragiquement. Mais la guerre n'attend pas. Les Allemands viennent de perdre Stalingrad le 2 février et les troupes engagées dans le Caucase battent en retraite. Ces troupes sont retranchées sur la péninsule de Taman et tiennent la ligne dans l'espoir de relancer ultérieurement une offensive. Le ravitaillement commence au départ de Kharkov et passe par l'île de Kerch. Les soviétiques doivent ainsi redoubler d'efforts face à un ennemi qui parvient à continuer sa retraite malgré les apparences de force au bout de la destruction totale. Les marins soviétiques débarquent sur la petite île de Malaya Zemlya afin d'y reprendre un de leurs anciens avant-postes. C'est ici que le 588e régiment va en particulier se démontrer. Cette fois-ci, il n'est plus question de larguer des bombes, mais des caisses de ravitaillement. L'exploit a été immortalisé dans le film de Yevgenia Jigulenko. Galina! Назад! Le 8 février, le 588e régiment devient à titre honorifique le 46e régiment de la garde. Une distinction de taille dans l'armée rouge est reçue après les exploits de l'unité au-dessus de Malaya Zemlya. La paire nuit des sorcières est celle du 31 juillet au 1er août 1943. La cible, c'est ce que l'on appelle la ligne bleue, soit la ligne de front allemande. 15 biplans décollent. Parmi les aviatrices, Larissa Rosanova. Lors de son interview passée avec Anne Nogel pour le livre A Dance with Dead, elle racontera à l'écrivaine cette terrible nuit du 31 juillet. La terrible nuit du 31 juillet 1943 reste pour moi un cauchemar, dit-elle. J'étais la 4e sur les 15 appareils à décoller. En cette période de la guerre, j'étais une pilote qui avait de l'expérience. Je volais avec une jeune navigatrice qui n'en avait pas. Cette mission était pour elle la première. La cible était à 15 minutes de notre aérodrome et à mi-chemin, lorsque j'aperçus 4 projecteurs s'allumer, j'expliquai rapidement à ma navigatrice ce que cela signifiait.
Je pouvais aussi voir un point blanc, éclairé par les projecteurs, mais en quelques secondes, ce point blanc vira au rouge. Je savais ce que cela voulait dire. C'était un appareil à nous en train de brûler. J'ai aussi compris que c'était l'avion en tête, le premier à avoir décollé. Ce qui était étrange, c'est que les canons antiaériens n'avaient pas tiré un seul coup de feu, alors que d'habitude, nous traversions une mer de feu, chaque nuit, provoquée par la DCA. Je me sentais si impuissante à la vue de cet appareil qui tombait en flammes. Lorsqu'il explosa au sol, les 4 projecteurs illuminèrent le deuxième appareil. Les canons restaient muets. Vous savez ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Ma langue cliquetait amèrement de peur. Je n'arrivais plus à respirer. Nous avons vu le deuxième avion prendre feu et à ce moment-là, j'aperçus le sillage de fumée d'un chasseur. J'ai compris que c'était un chasseur de nuit qui avait abattu 2 de nos avions. Nous continuions à approcher de la ligne de front et j'étais la 4e. Je savais que ça serait bientôt mon tour, j'en avais les dents qui claquaient de peur. Dans ces moments-là, votre cerveau commence à calculer une option, une solution de survie. J'étais à 2 minutes de la cible quand le troisième appareil prit à son tour feu. J'ai soudain réduit ma vitesse et j'ai décidé d'approcher la cible le plus bas possible tout en planant. En me rapprochant de la cible, je voyais le troisième avion virevolter, tourner sur lui-même en feu. Mes amis qui étaient en train de mourir. Parce que nous pensions que les Allemands pouvaient nous entendre, ma navigatrice me chuchota que nous étions bientôt au-dessus de la cible. J'eus également une autre idée. Au lieu de larguer mes bombes et de prendre la direction de l'aérodrome, je préférais d'abord dépasser la cible, revenir vers elle et larguer mes bombes. De cette façon, je n'aurais plus qu'à foncer en direction de mon aérodrome et éviter plus facilement le chasseur de nuit. C'est ce que j'ai fait. Mes coéquipiers en firent de même, et c'est ainsi que nous pûmes rentrer sains et sauves, sans augmenter nos pertes. Une fois de retour, l'Archanskaya interdit tout redécollage et la mission est annulée. C'est la première fois que les Allemands combinent projecteurs et chasseurs de nuit contre les sorcières. Malgré tout, le 46e régiment reprend ses opérations dès le lendemain et par chance, la chasse de nuit se montre moins présente sur le front. Et le 9 octobre 1943, pour ses actions lors de cette fameuse bataille de la péninsule de Taman, le 46e régiment reçoit le prestigieux titre de Taman. C'est ainsi que les sorcières de la nuit prouvèrent définitivement à leurs homologues masculins leur efficacité, leur utilité et leur droit au respect. 1944 est une année meurtrière et particulièrement fatigante pour les sorcières de la nuit. Après Taman, il faut maintenant reprendre l'île de Kerch. Une tâche difficile. Yevgenia Rudneva, adorée par toutes ses consoeurs, perd la vie dans la nuit du 9 avril avec sa pilote Pana Prokofieva. Selon les dires de Nadezhda Popova, elle était fille unique et ses parents ne l'auraient jamais embrassée. Tandis que les soviétiques continuaient leur avancée vers l'Allemagne, Pologne et Biélorussie étaient repris aux Allemands. C'est durant cette avancée que les aviatrices du 46e régiment rencontrèrent des familles détruites, brisées, éparpillées dans la guerre, notamment des enfants. Lors d'un retour de mission à l'Aube, Yevgenia Jigulenko se pose dans la campagne biélorusse après avoir perçu quelque chose au bord d'une route. Voilà ce qu'elle raconte à Anne Nogel lors de son interview pour A Dance with Dead. J'ai vécu tout le reste de ma vie avec cette vision qui est devenue le thème récurrent de mes 2 films. Un petit enfant sans défense, désespéré et malheureux. Il n'est pas le fruit de mon imagination, c'est une personne bien réelle. Dans mes films, il est le symbole de cette tragédie qui est la guerre et qui a fait des millions d'orphelins et d'enfants sans abri. J'ai rencontré cet enfant à mon retour d'une mission, à l'Aube, au-dessus d'un petit village biélorusse perdu dans la campagne. J'ai vu quelque chose, un petit point noir, mais c'était quelque chose de vivant. Je me suis posé et j'ai vu ce petit garçon, tout seul au beau milieu de ce village désert. Ma première réaction a été de lui donner toutes mes rations de survie, c'est-à-dire des bonbons, des barres de chocolat, du lait sucré. J'ai pris ses rations dans mon sac, dans le cockpit, et j'ai couru vers lui en le prenant dans mes bras en espérant voir un sourire sur le visage de cette petite créature adorable que je pouvais rendre heureux, au moins quelques instants. Et là, je n'avais en face de moi qu'un visage battu par le froid, maigre, avec de grands yeux verts. Il n'a pas souri, et sa voix n'avait rien de joyeuse quand il m'a dit « Tati, est-ce que tu vas sur le front ?» Il m'a demandé ça avec une voix emplie d'un faible espoir et qui disait « Mon papa est au front, trouve-le s'il te plaît. Maman est en train de mourir dans ce fossé. Si tu le trouves, elle ne mourra pas. » Alors vous voyez, nous n'avons pas pu les aider lorsque nous étions au combat, mais nous avons fait de notre mieux pour que tous ces petits-enfants n'aient plus jamais à souffrir. C'était pour moi quelque chose de sincère et je le pense du fond de mon cœur. Heureusement pour Yevgenia et pour toutes les malheureuses victimes de la guerre, Hitler et son Reich qui devait durer 1000 ans étaient au bord de la reddition. Ce n'était plus qu'une question de temps. Hélas, pendant que le dictateur fou commandait et dirigeait des armées imaginaires, de vraies personnes continuaient à mourir. Parfois cruellement et injustement. C'est le cas de cette aviatrice du 46e régiment dont l'histoire a oublié son nom et qui s'est posée dans un no man's land après avoir été touchée. Sa navigatrice morte, la pilote aperçut au loin des silhouettes approcher vers elle. Pensant que c'était des Allemands, elle se tire une balle dans la tête pour éviter d'être torturée ou violée. La peur a eu raison d'elle car les soldats qu'elle avait vus étaient en fait des soldats soviétiques.
Le No Man's Land était peut-être plus dangereux que le ciel de minuit. Pendant leur campagne en Pologne, Rufina Agasheva et sa navigatrice, Lili Sanferova, aussi l'une de ses plus proches amies, sont abattues au nord de Varsovie. Après avoir effectué un atterrissage forcé, les deux filles traversent à leurs risques et périls le No Man's Land pour regagner leur ligne. En rampant sur le sol, Rufina touche quelque chose de métallique et de froid. Elle comprend vite que c'est une mine. Les deux filles progressent lentement et prudemment, la peur au ventre, transférant leur poids d'un genou à l'autre. Après de longues minutes d'angoisse, Rufina s'entaille les mains sur un fil dur et coupant. C'est le fil barbelé qui délimite le champ de mine. Un soldat russe entend son cri et vient à son secours pour lui dégager le passage, lorsque soudain, à une centaine de mètres sur sa gauche, Rufina est aveuglée par un flash blanc. C'était Lily, qui a vu la malchance de poser un de ses genoux sur la mauvaise parcelle de terre. Rufina dut finir la guerre avec une autre navigatrice et parfois, elle a bien dû l'avouer, il lui arrivait d'appeler encore Lily lorsqu'elle s'adressait à sa coéquipière. Un beau matin de mai 1945, tout prit fin. Le drapeau soviétique flottait sur le Reichstag depuis 8 jours. Il fut annoncé qu'enfin, l'Allemagne nazie se décida à rendre les armes. Hitler s'était suicidé dans son bunker. Les Américains, les Britanniques et les Français libres étaient encore loin de Berlin, et c'était les Soviétiques qui l'avaient conquéri. Pour les sorcières de la nuit, la guerre prit fin ainsi. La plus célèbre des aviatrices du 46e régiment, Nadezhda Popova, plus connue sous le nom de Nadia Popova, retrouva son futur mari nommé Simon. Comme il se l'était promis, ils se marièrent une fois la guerre finie. Nadezhda avoua une chose à Bruce Miles après sa longue interview avec lui. « Vous savez, dit-elle, parfois quand la nuit est noire, je sors de chez moi et je regarde la nuit. Je me tiens au vent et tandis que je me tiens dans toute cette obscurité, je ferme les yeux. Je me revois encore, jeune fille, maintenant dans mon petit bombardier et là je me dis « Nadia, mais comment as-tu fait ?» Nadezhda Popova quitta notre monde le 8 juillet 2013, 70 ans après la terrible bataille de la péninsule de Taman. Contrairement à ce que nous avons pu penser, elle n'était pas la dernière sorcière à décéder. La dernière, très peu connue du grand public, s'est éteinte le 27 janvier 2017. Elle s'appelait Yevdokia Pasko. Selon les archives soviétiques, 33 des aviatrices du 46e régiment auraient été tuées en action. Des pertes étonnamment basses, dont nous reparlerons peut-être un jour. Étaient-elles des sorcières ? Peut-être bien. Car une chose est certaine, jamais personne n'aura le courage de monter à bord d'un appareil déclassé pour affronter droit dans les yeux la mort. Ainsi s'achève l'histoire des sorcières de la nuit. Elles ne purent tout être mentionnées dans cet épisode, aussi serait-il préférable de vous les faire découvrir ou redécouvrir une dernière fois en images, pour ne jamais les oublier et faire perdurer leur immortalité.